Je suis philosophe de formation, je travaille en philosophie du cinéma et ma manière de faire a toujours été de partir des films pour développer une réflexion philosophique. Et lorsque je suis partie au Japon en fait en 2013, 2 ans après l'accident de Fukushima en mars 2011, en fait je suis partie à la fois avec une réflexion philosophique, un projet philosophique en tête, de poursuite d'un travail que je mène sur le scepticisme au cinéma. Mon idée était que l'accident nucléaire, que le nucléaire de manière générale était une sorte de cas du scepticisme. Mais enfin, si ça vous intéresse, on en parlera, mais c'est pas vraiment l'objet de mon interrogation. Mais ce que je voulais dire, c'est que je suis partie en fait avec cette réflexion philosophique en tête, mais avec la démarche de partir de films. Et donc de rencontrer des cinéastes pour me plonger dans la constitution et l'analyse d'un corpus de films tournés au Japon après la catastrophe. Il importait pour moi de partir des échanges avec ces cinéastes. C'est pourquoi j'ai commencé par faire un livre d'entretien sur le cinéma de Fukushima et les voix du cinéma japonais. Parce que, et c'est pour ça que je vais partir de 2 extraits de films pour essayer d'apporter ma pierre à cette réflexion collective sur la sanctuarisation justement du no man's land et d'une no man's zone, en réfléchissant sur la différence entre les deux. Parce que l'idée, c'est que les cinéastes, je crois, ont été en première ligne, en tout cas au Japon, dans une contestation de la manière dont notre sensibilité à l'égard du monde naturel a été exprimée par les images télévisées et les reportages qui ont été diffusés des dévastations de la zone de Fukushima. Tous ces reportages télévisés disaient quelque chose de notre rapport au monde que les cinéastes ont violemment contesté au Japon. Et donc il y a eu une production en fait très très vite d'images tout à fait autres que les images télévisées. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient portées par une colère, et là, cette colère que dans les entretiens, plusieurs des cinéastes que j'ai rencontrés expriment, c'était celle d'avoir le sentiment que les lieux, justement, qui avaient été souillés, dévastés, n'étaient pas respectés dans leur dimension précisément de sanctuaire, c'est-à-dire à la fois en un sens de cimetière, faut bien le dire, et puis bien sûr de sacré, de lieux reculés, de lieux qui n'est pas accessible au commun des mortels, de lieux comme ça à distance et qui doit être respecté dans cette altérité qu'apporte cette notion de sacré. Lieu abritant des dépouilles et donc qui demandait à être sanctuarisé. Dans un premier temps, je voudrais montrer quelques images de ce film donc de Toshi Fujiwara, qui a été l'un des premiers films importants expérimentaux tournés dans la zone de Fukushima, dans la zone immédiatement dévastée à la fois par le tremblement de terre et le tsunami, et puis par des dévastations beaucoup moins visibles mais très profondes, qui sont celles évidemment des radiations et du nucléaire et de l'accident nucléaire. Ce film No Man's Zone, il a été projeté au Festival de Berlin, il a assez vite fait le tour du monde, mais dans un réseau de cinéma expérimental. Et la singularité en fait de ce film, c'est d'être porté par une démarche qui consiste à construire ce lieu, donc cette zone, en sanctuaire, en 2 sens, me semble-t-il. D'abord au sens d'un respect des morts, qui est clairement porté par la démarche esthétique du film, vous allez le voir, et d'autre part par l'idée de filmer ce lieu comme un lieu qui abrite le divin, qui abrite un sens du sacré et sans doute aussi du divin. Nous verrons que ces 2 processus supposent une sanctuarisation au sens de la transformation de la perception de cette zone par le cinéma en zone à la fois sacrée et qui n'est plus accessible au commun des mortels. C'est bien ce qui distingue le sanctuaire du temple, le temple étant le lieu des fidèles, alors que le sanctuaire est celui qui est réservé aux personnes sacrées, aux ministres du culte. Donc dans un second temps, je partirai d'un second film qui conteste à sa manière les images télévisées également, en prenant un tout autre chemin, qui est celui d'une sanctuarisation où là, on pense plus à ce qu'est le sanctuaire vraiment shinto, en fait, au Japon, c'est-à-dire un lieu à la fois qui est un cimetière et un lieu de communication avec les âmes des morts et des disparus. Et ce qui m'a intéressée dans cette démarche, qui est donc celle des autres cinéastes dont je vais évoquer le travail, qui sont Sakai Hamaguchi. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais fait une faute dans le prénom de Hamaguchi, c'est Ryusuke Hamaguchi. Donc c'est ce travail, leur démarche est l'œuvre à la consolation des survivants de la catastrophe et des populations évacuées, qui sont justement ces populations qui étaient éjectées des zones irradiées, les populations qui sont justement, que cette sanctuarisation a pour effet aussi
d'éloigner. Ici, les cinéastes invitent à repenser l'espace naturel, non plus en termes d'inclusion ou d'exclusion entre humains et nature, mais en termes de partage entre les vivants et les morts de l'espace naturel. Et c'est ce second sens de sanctuarisation par le cinéma du no man's land et plus zone, je vais essayer de rendre clair ces distinctions, du no man's land de Fukushima, qui d'ici devient distinct en cela de la zone de la contamination. Alors et là la question esthétique centrale, ce sera celle du son précisément et des voix, de l'écoute des voix qui sera au cœur de ce deuxième travail. Donc maintenant j'ai 2 temps et vite vous montrer des extraits de films. Alors d'abord, le cinéma a eu ce premier rôle, je pense, de contester des images qui ne traitaient pas le lieu de la catastrophe comme suffisamment distinct, soustrait aux activités des hommes. En ce premier sens, travailler par l'image à la sanctuarisation du lieu passe par le fait de refuser le spectaculaire. Et c'est ça qui a été crucial dans le travail des cinéastes. C'était des démarches qui tentent de créer une atmosphère de recueillement, de solennité, de montrer la beauté d'un lieu habité par la mort à la fois passée, parce que c'est des lieux où des gens sont morts de fait, parce que c'est souvent ce qui est compliqué, c'est que la no man's zone de Fukushima confond en fait 3 espaces qui ne se recoupent pas tout à fait parfaitement. L'espace de la catastrophe tremblement de terre, l'espace de la catastrophe du tsunami, de la grande vague et des grandes vagues, et d'autre part l'espace de la catastrophe nucléaire. Et dans certains lieux, les 3 s'accumulent. Donc à la fois on voit une dévastation du paysage, des bateaux sur des toits de maisons, toutes les images qui ont beaucoup circulé, et en même temps il y a toute une dimension de dévastation qui ne se voit pas. Et tout le travail du cinéaste travaillant sur la dévastation nucléaire, c'est de rendre sensible, autrement que par justement le visible pur, rendre sensible cette dévastation-là. Et ça passe par le fait de chercher à passer par un autre chemin que le spectaculaire pour créer une atmosphère de recueillement, de solennité, montrer la beauté d'un lieu habité par la mort, passé et à venir, c'est-à-dire la mort qui est portée par les particules radioactives qui travaillent l'air et la terre, évidemment, très profondément de ces zones. Et c'est un aspect central du projet de Toshi Fujiwara, de lutter justement contre la fascination que provoquent chez nous les images de destruction, car cette fascination pave la route à l'irrespect du lieu précisément. Et donc la démarche de sanctuarisation du lieu va contre cette vision, cette dimension spectaculaire. C'est ce qui s'exprime en fait au tout début dans l'ouverture du film, donc que je voulais vous montrer tout de suite. Destruction are always difficult to digest. While thinking them become desperate to find a clue to understand, to be told, to measure the size of the damages, maybe as an excuse to cover our secret fascination with them. They become stimulants, often consumed as drugs. Today, perhaps we have become simply addicted to all images of destruction.
now, you may have noticed chimneys beyond the forest. That was Fukushima number 1 nuclear power station. This is 41 days after the tsunami of more than 12 meters in height hit this port of Ukedo, 7 kilometers north of the nuclear plant in trouble. Bon, je vais m'arrêter là. Ce qui est frappant dans cette ouverture, c'est que, en fait, donc on a ce plan panoramique circulaire et cette voix off de Arsine Kantian, qui est une actrice célèbre et qui a cette belle voix assez solennelle, et ces violoncelles de Bar Phillips, qui donne une solennité à ce qui est en train d'être dit et d'être montré aussi évidemment par l'image. Et ce qui apparaît là, c'est finalement toute une manière d'aller contre des images télévisées habituelles de ces zones de catastrophe, qui en fait reprennent toujours à peu près la même figure de style. J'emprunte là une analyse en fait qui est celle de Dennis Lim, qui est un critique de cinéma américain, qui a repéré que tous les reportages télévisés et les premiers documentaires un peu hâtifs tournés dans cette zone avaient tendance à reproduire le même mouvement de caméra, qui était depuis l'intérieur d'une voiture ou d'une sorte de petit camion de journalistes, depuis l'intérieur un plan, un travelling si vous voulez, sur les décombres, depuis l'intérieur bien à l'abri, et il appelait ça les plans de tourisme du désastre. C'est typiquement du cinéma de tourisme. Et là, évidemment, la démarche est différente et elle part de l'idée de l'effort pour donner de l'espace au spectateur pour réfléchir à sa propre position et à son propre regard sur ces images. Donc l'idée d'un travelling circulaire, c'est que ça va mettre en évidence le regard, l'œil à partir duquel ces images sont perçues comme le point fixe autour duquel tourne ce panoramique. Et ainsi, évidemment, ça c'est une démarche fondamentale des documentaires, qui est d'interroger le regard moral qui se porte sur les images. Et ici, ça a pour effet de donner une distance qui est celle de la réflexion morale au spectateur par rapport à ces images. Et donc de contester cette fascination, de sorte de contrevenir à cette fascination que produisent les images de désastre. Évidemment, je voulais revenir sur cette distinction que faisait Dominique Lestel dans le programme là, que j'ai vu. Et ici, on a affaire à une sanctuarisation qui est non voulue, pour revenir à la distinction que faisait Dominique très, très justement, à une sanctuarisation qui n'est pas une démarche positive en termes de protection d'un espace naturel ou de création d'une réserve pour la biodiversité, etc., mais d'une sanctuarisation qui est liée à l'éjection de l'humain due à une catastrophe écologique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une sanctuarisation d'abord qui est politiquement décidée et définie. Et là, il faudrait en réalité entrer dans des développements qui pourraient être très longs, et les géographes ont fait des travaux magnifiques là-dessus, sur le sens de cette zone, parce que la no man's zone de Fukushima, elle n'a pas arrêté de changer politiquement, elle faisait l'objet d'une décision, et on a vu le bordel qui était, excusez-moi du terme, mais la gestion politique de la crise au Japon, donc qui fait que cette zone, elle a eu des limites très très mouvantes, quoi. Donc ce qui me semblait intéressant, en fait, c'était de revenir sur cette question de l'évacuation des hommes, qui est la décision, en fait, visant à les protéger d'un danger mortel, inodore, incolore, invisible. L'un des enjeux du film du coup de Toshi Fujiwara est de rendre sensible par le cinéma ce danger de mort, afin de sanctuariser ce lieu pour nous faire ressentir sa charge sacrée, donc en fait en un autre sens. Et là, je voudrais montrer un autre extrait très bref de 2 minutes, un tout petit peu plus loin, qui sont des images qui montrent qu'il faut passer, me semble-t-il, par le cinéma peut-être, pour déjouer cette part de déni, en fait, qui a été celle beaucoup de la société japonaise face aux risques et aux dangers portés et aux dangers de ces zones, en fait. Le caractère unnoticed, comme il va être dit dans la voix off, vous allez voir, du danger, puisque tout le problème du nucléaire, c'est que c'est un danger qui est inaperçu, qui est invisible. Et ce qui contraste bien sûr fortement avec l'extrême visibilité de la catastrophe dans sa dimension tremblement de terre ou tsunami, hein, où là, c'est au contraire, ça nous explose aux yeux, évidemment. Donc, hop, un tout petit peu plus loin. Voilà, 10. Et vous allez voir, c'est assez frappant ce qui se dit. Et ce qui se montre aussi.
Donc on entend là les pas, je sais pas si vous entendez les pas du cinéaste. Disrespectful to step on the dead leaves, he was afraid he might accidentally trample on a dead body. Because cameras rarely came here, this destruction went unnoticed, as if it never happened. What is not recorded as image goes by as if it never existed. The world hardly remembers the quake that struck Armenia on December 7, 1988. Or perhaps even back then it went unnoticed. Donc, en fait, il faut rappeler que... non, pardon, je reviens un petit peu en amont. Ici, il faut les scrupules, en quelque sorte, et les interrogations morales d'un caméraman pour rendre à ces lieux leur dimension de sanctuaire, abritant des dépouilles. Il faut rappeler que l'éviction des humains est ici un phénomène de rattrapage, pour ainsi dire, d'une politique qui a considéré que l'humain pouvait être comme, et plus même comme chez Descartes, mais pouvait être carrément directement maître et possesseur de la nature, et que l'élan, disons que l'hubris dont le nucléaire et l'expression a eu pour effet, forcément, a eu cet effet, disons, de conduire à la construction de centrales nucléaires dans un lieu dont on sait qu'il est le pays, le Japon, secoué en permanence de tremblements de terre, qu'il est sur des failles sismiques, sur plusieurs failles sismiques, et que donc c'est une terre qui tremble. Cette invasion de la nature par le nucléaire comme technologie humaine invasive se retourne dans les situations de post-catastrophe en exclusion de l'homme d'une zone dévastée. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment ce mouvement de retour du boomerang, pour ainsi dire. Dans ces zones dévastées, souillées, irradiées, eh bien, l'homme est évincé de ces zones parce que la vie n'est plus possible pour lui. Et donc, ces zones sont paradoxalement rendues à la nature. Nous avons vu les images célèbres, on a en tête les images célèbres de la zone de Tchernobyl rendue à la nature et à une végétation luxuriante, etc. Le Japon étant infiniment plus petit que l'Ukraine, en termes de... La zone de Fukushima n'a pas pu rester un no man's land, dont les Japonais se sont lancés dans des politiques donc, de dépollution et de retour des familles sur ces lieux. On ne pouvait pas abandonner ces zones comme... au Japon, comme ça s'est fait en quelque sorte en Ukraine. Le no man's land n'a qu'un temps quand il est politiquement régi et qu'il s'agit d'un no man's zone en réalité. Mais demeurera pour des centaines d'années la souillure de ces lieux qui demeureront des no man's land en fait pour longtemps. Au regard de cette distinction rapidement brossée, donc entre no man's land et no man's zone, je proposerais de considérer que la no man's land est quant à elle respectueuse d'une coprésence ou d'une intériorité réciproque de la nature et des humains. Et plus profondément encore des vivants et des morts. Que tout l'enjeu du film de Toshi Fujiwara était d'aller au contact de ces populations évincées de la zone contaminée, puisqu'en fait le film est constitué d'entretiens, beaucoup avec les gens qui habitaient cette zone et qui ont été évacués, et qui justement résistent, et pour la plupart à cette étape-là, c'est-à-dire en avril 2011, n'étaient pas partis encore, évidemment, ensuite ils n'ont plus eu le choix, Mais donc d'aller au contact de ces populations et de renégocier avec elles cette intériorité réciproque en les faisant parler de l'histoire de cette terre, de leurs ancêtres qui sont enterrés là, de leur quotidien avant la catastrophe, etc. Et dans le cinéma de Fujiwara, sanctuariser cet espace, c'est rendre ces montagnes à leur dimension sacrée, rappeler que les centrales nucléaires au Japon, elles ne sont pas pour rien construites la plupart du temps dans des endroits cachés, reculés, dans des forêts, parce qu'au Japon, c'est les lieux du pouvoir, c'est comme le palais impérial est reculé et caché. Les lieux sont des lieux qui sont porteurs du sacré également. Et donc j'ai montré un dernier extrait de ce film, qui à mon avis rend compte de cette communication que le film
à laquelle le film travaille, entre la nature, les humains, les vivants et les morts, en réconciliant en fait cette dimension d'échange, là où le nucléaire, au contraire, dresse les uns contre les autres l'espace naturel et la vie humaine. Alors.今日のここからこれが出る。これから山本の目の奥でね。そうです。とりあえず。あと風で仕事に移ったのが結構好きそれはね、ちょっとあれ今のことがね。できれば早く帰りたいけど、戻れるかもわかんない状況だからね。やりたいって言ってもね、もう決まったことがあれば、もう、しょうがないとしょうがないから、それよりも早くね、やってくれれば、それをちょっと考えてもらうんだけど。そうだね。遅すぎるんだよね。そのもうその世界。だから知らないのでは遠くなってたんだよね。早くすれば近くに回ったんだよ。あとみんな避難しちゃってるんだよね。どうせからよね。無駄でやってないと、ここにはもう、毎月ながらね、問題動かせないようにするんだよね。頼ってないように見えるよね。ここまで冷たいよね。そうです。ここからちょっと1週間やるんだけど。そうです。昔はそんなような感じだね。そうだね。そうだね。It's easy to condemn these people when they say that's life, or in Japanese, shoganai. Some of us even become angry against those who don't express anger. But wouldn't that anger be just a basic reaction of fear when we see things, but we can't make sense? Seeing is believing. Images were supposedly the ultimate means for our civilization to comprehend, to control, to conquer, and exploit the universe. But at the end, everything we have seen seems to have lost meaning when facing images of disasters that we cannot see.
When meaning is lost, we tend to start doing stupid, desperate things. But not these people. They are the ones who are really facing all of what may seem to be an absurdity, who must be the most desperate. At the end of this journey, we arrive at a shrine in the Hiso district of Itate. Deep into the sanctuary stands this gigantic rock formation, which at the same time represents the extraordinary power of nature, and by itself is an extraordinary creation of nature. This seems to be just a rock, but if you get closer, you can see 13 figures of Buddhas on its surface. Legends tell that it was the great master Kobo, founder of Japanese esoteric Buddhism, who engraved these figures almost 12 centuries ago. Bon, j'interromps malheureusement parce que je voudrais avoir le temps de vous montrer rapidement aussi un extrait du dernier film. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, Toshi Fujiwara passe d'un lieu qui est donc d'une séquence d'entretien dans un cimetière à une séquence qui dans la montagne à côté, et qui est, là on est tout proche, on est à 1 kilomètre de la centrale de Fukushima, montre qu'il y a un sanctuaire, donc shrine en anglais, et c'est Jinja en japonais, c'est un lieu de vénération d'un kami, et que dans ce lieu, eh bien, il y a, la nature est investie comme ça de sacré, est investie de gravures, comme vous le voyez, de Bouddha dans un rocher. Et c'est bien ça qui m'intéressait, c'était que la manière dont le film reconstruit une réflexion sur l'intériorité réciproque de ces éléments, en fait, dans cet espace qui est le No Man's Land de Fukushima. Dans un second temps de cet exposé, je voulais montrer que la sanctuarisation passe par une réflexion donc sur l'intériorité réciproque des vivants et des morts, du naturel et de l'humain, et passer par un autre film qui insiste sur, ou plus exactement une trilogie de films, mais je vous montrerai juste un court extrait, qui insiste sur la dimension de lieu de pèlerinage, en fait, des sanctuaires. Un sanctuaire, c'est aussi un lieu de pèlerinage. Et en ce sens, sanctuariser l'espace irradié de Fukushima, c'est montrer que c'est un lieu de communication avec les esprits, un lieu de communication entre les vivants et les morts. Et travailler, et c'était l'objet, ça va être l'ambition de ces deux cinéastes, Sakai et Hamaguchi, dans leur trilogie de documentaires tournés dans le Tohoku, travailler à faire entendre la voix des morts qui hante ce paysage et cette no man's land de Fukushima. C'est exactement la manière dont Sakai et Hamaguchi m'ont parlé, c'est vraiment une citation d'eux, ça, faire entendre la voix des morts, écouter la voix des morts. Et ça m'a beaucoup interpellée, la manière dont ils ont... Je veux dire, ça m'a beaucoup étonnée, tout simplement. D'abord, moi, parce que je suis française, je suis très loin de ça, a priori. Et l'idée que des cinéastes voulaient aller dans cet endroit-là, non pas, et précisément en évitant les images spectaculaires de catastrophes, de dévastation, mais pour faire entendre la voix des morts et utiliser le cinéma pour ça, ça m'a beaucoup interpellée. Et en effet, c'était leur manière à eux de déjouer les mécanismes d'un cinéma qui se fascine de la catastrophe, qui se fascine des images de destruction. Je disais que c'était l'une des ambitions du film de Toshi Fujiwara. Je pense que c'est l'ambition aussi de Sakai et Hamaguchi, et qu'ils prennent la voie non pas d'une réflexion sur les images, comme le fait Toshi Fujiwara, mais la voie d'une attention au son et d'une attention aux voix. Et donc, leurs 3 documentaires prennent le parti de ne rien montrer des dévastations du paysage, mais de l'évoquer par des entretiens avec des survivants qui vont parler du paysage, qui ne vont parler que de ça, de cette dévastation très profonde, et à aucun moment donner à voir, mais donner à imaginer ô combien ces lieux. Donc, c'est faire entendre la voix des survivants. Ils ont construit leurs 3 documentaires autour des paroles des survivants, par lesquels ils font entendre le bruit des vagues qui ont déferlé sur la côte du Tohoku. Et c'est le premier volet de la trilogie qui s'appelle The Sound of the Waves.
Ils font entendre aussi la voix des défunts venus des vagues. Et le deuxième volet s'appelle Voices from the Waves, ce qu'ils appellent la voix des morts. Les 3 premiers films reposent sur un dispositif répété dans chaque scène et reconduit à l'identique dans chaque scène qui permet de filmer la conversation entre 2 survivants ou entre un survivant et l'un des 2 cinéastes, d'une manière qui mettra en évidence non seulement la voix de chacun, mais l'espace de parole et d'écoute qui prend forme et naît entre les interlocuteurs. Et alors, ils ont une manière de parler de ça qui est très belle. En fait, je saute plein de trucs parce que là, je voudrais conclure. C'est que leur travail, en fait, consiste à... Ils ont imaginé un dispositif d'entretien qui pourrait créer cet espace d'écoute. Alors, je cite donc l'entretien que j'avais fait avec eux, où ils expliquent ce dispositif. On a cherché un dispositif qui permette de ne pas couper la conversation, ni de devoir la rejouer pour la caméra. Quand on tourne une scène en chant contre chant, on est obligé de faire 2 prises. Il est impossible de filmer en chant contre chant une vraie conversation qui ne se produit qu'une fois. Donc, on a demandé aux gens de parler de leur expérience du 11 mars 2011. Avant de commencer à filmer, on demandait à chacun de dessiner le visage de son interlocuteur. On plaçait ces dessins sur l'optique des 2 caméras. On plaçait nos sujets face à face, mais parallèlement, en sorte que leurs regards ne se croisent pas. Chacun regardait la caméra en face de lui. On leur demandait de se parler en regardant le dessin représentant l'autre, et non le visage de l'interlocuteur. Le film donc est tout entier pensé comme un dispositif de restitution en fait de ces liens abîmés avec le monde, restitution par la constitution d'un espace qu'ils appellent un espace d'écoute, et qui en japonais ça s'appelle kiki, ils appellent ça un espace de récit et d'écoute, qui s'appelle kikigatari. Dans l'entretien, c'était ce mot-là qu'ils exprimaient. Qui est venu dans la conversation. Or, kikigatari, kiku, c'est écouter, kataru, c'est raconter. Donc, c'est un espace où se constitue à la fois du récit et de l'écoute. On voit ainsi se constituer la communication entre les gens sous nos yeux. À la toute fin de Voices from the Waves, Hamaguchi, qui est l'un des 2 cinéastes, interroge une bibliothécaire de Shinshimachi, qui est donc un des lieux, c'est très connu que c'est l'un des lieux qui a été complètement rasé par la vague. Et je voudrais vous montrer juste ça pour conclure. Il l'interroge sur la possibilité même de parler après la catastrophe, de retrouver ce lien expressif, d'être l'auteur de ses propres mots. Moi, je dis, à la base, je suis philosophe du langage, ça m'a beaucoup interpellée, je dois dire. En chant contre chant, la jeune femme se confie. Cette femme qui a été évacuée parce qu'elle vivait dans les environs de la centrale évoque les difficultés de parler et l'importance cependant de le faire. Difficile de partager ses pensées avec ses proches. Son visage est dans l'obscurité au début de la séquence, vous allez le voir. Elle parle de manière malaisée durant toute la première partie de la séquence, en exprimant son malaise justement. Elle évoque les tabous, l'impossibilité de partager ses pensées, la peur des radiations. Puis au milieu de la séquence, la terre se met à trembler, justement. C'est l'une des répliques, puisque donc il y a eu beaucoup de répliques après. La jeune femme hésite à s'interrompre, puis continue. Vous verrez, miraculeusement, la parole se libère ensuite. À mesure que je vous en parle de cette séquence pour que vous la regardiez, disons, attentivement. Miraculeusement, sa parole se libère ensuite, à mesure que la lumière devant la fenêtre attenante augmente et illumine progressivement son visage. Le cinéaste l'interroge sur sa manière de s'exprimer. C'est un petit moment de miracle de documentaire, quoi. Tout d'un coup, le soleil se lève, quoi. Il la rassure en lui disant que, contrairement à ce qu'elle pense, elle s'exprime très bien, que sa langue est déliée. L'échange s'achève sur la mention par la jeune bibliothécaire de sa joie de parler retrouvée. Alors, je vous montre juste cette séquence. Voilà. Oups. Voilà. Donc 1,34, un petit peu avant. Ben voilà. C'est parfait.
だからやっぱりそうですね、相手のことを時々地震が起きるんですけど、すぐ言ってます。そういうシステムがあるんですか？でもやっぱり、もしかすると環境を続けたいって思うんであれば、もしかしたらいずれ今が話せなくても話せることが出てくるかもしれませんし、私たちと環境を続けたい、続けたいっていう人たちとは今までとは違った形になったとしても、やはりできれば一緒にこれからも付き合いを続けて一緒に生きていけたらいいなという、そういう気持ちではいます。僕はこうした話で青田さんが話してますけど、全くもなんですけど、話すことに喜びって話すことに喜びですか？喜びって何がいい？話すことですか？そうですね。やっぱり人とのつながりを持てることじゃないですかね。Bon, je m'interromps, mais vous voyez que la trajectoire que j'ai essayé de tracer pour conclure en une phrase partait en fait d'une réflexion sur la no man's zone vraiment politiquement définie comme excluant les hommes pour les protéger dans un lieu d'irradiation, à la no man's land, c'est-à-dire le fait que cette zone est finalement profondément, par-delà sa limitation politique, est profondément abîmée et durablement abîmée dans une temporalité qui dépasse de loin celle de la politique et des hommes, et a finalement l'idée de passer un peu comme le disait M. Barbanti, d'une considération des zones et des espaces à une considération du temps et du moment en fait dans lequel, et c'est le cinéma qui nous le permet peut-être, le moment dans lequel peut se faire ressentir une communication et des liens comme ça qui se tissent non seulement entre la nature, le naturel, l'humain, mais entre aussi les vivants et les morts, et entre les vivants entre eux évidemment, puisque c'est la question du partage de cette expérience de la catastrophe qui est au centre de ces films. C'est retrouver en faisant parler les survivants, les consoler en leur redonnant le sentiment de la communauté que la catastrophe a au contraire fait perdre en fait à ces gens, et le cinéma donne ici accès à cette présence ordinaire du monde, capable de réconcilier, de réconforter ceux qui ont tout perdu, mais peut-être aussi capable d'éduquer les autres, c'est-à-dire nous tous, à un rapport plus juste à l'environnement. Et je pense ici évidemment à Gunther Anders qui disait dans La menace nucléaire, mais un peu dans toute son œuvre sur le nucléaire, à quel point il était compliqué parce qu'il parle d'un décalage prométhéen entre la capacité du nucléaire à détruire et notre capacité à imaginer les effets de destruction du nucléaire. Et il appelait en fait à un travail, un effort d'imagination et en cela pour arriver à rendre présent le risque du nucléaire, parce que le problème du risque du nucléaire c'est qu'on ne le voit pas, donc il n'est pas présent. Et justement je pense que là les arts ont beaucoup à faire pour nous donner à réfléchir à ces no man's land qui sont aussi créés par les technologies nucléaires. Voilà, je m'interromps. Merci beaucoup. Pardon d'avoir été longue.